J'ai lu le rapport sur les réseaux d'exploitation sexuelle de mineurs au Royaume-Uni pour que vous n'ayez pas à le faire, et malheureusement, je dois dire que c'est bien pire que ce qu'on nous a laissé croire. Et maintenant, je me sens complètement et totalement malade. Avertissement, contenu sensible. Si vous ne voulez pas entendre parler du fait que 250 000 jeunes filles ont été systématiquement violées par un groupe d'immigrés à travers le Royaume-Uni, et de la façon dont le gouvernement et les politiciens en Angleterre ont étouffé cette histoire. Alors, vous ne devriez probablement pas regarder cette vidéo parce que, oh là là, on va vraiment en parler. Disons simplement que j'aimerais affirmer que tout cela appartient au passé, que ce sont des histoires du début des années 2000 et que les choses ont changé. Mais aujourd'hui encore, en ce moment même, des choses sont dissimulées. Mais ne nous précipitons pas. Voici le rapport d'enquête sur les gangs de violeurs. Et selon Rupert Lowe, la personne qui a rendu tout cela possible, l'un des politiciens au Royaume-Uni, plus d'1 million de personnes l'ont lu. Cela ne me surprend pas, car Internet est sous le choc à propos de cette histoire. Je ne sais pas si j'exagère en disant que cette histoire devrait être la seule dont tout le monde parle. Parce qu'on en vient à croire que dans les démocraties occidentales d'aujourd'hui, on est sorti de cette folie conspirationniste où il y a des gens dans l'ombre qui font des choses horribles et terribles et que personne n'est vraiment au courant. Ou alors, c'est dissimulé. Mais ce rapport d'enquête sur les réseaux de viol nous prouve que ce n'est pas du tout une chose du passé, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est absolument scandaleux. Mais c'est aussi et surtout un avertissement pour tous les pays qui n'ont pas encore été systématiquement islamisés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, cette histoire, l'histoire de la façon dont 250 000 filles n'ont pas été protégées par leur gouvernement, c'est l'histoire de ce que ces personnes ont réussi à faire, de la façon dont elles ont réussi à manipuler le système. Au point que nous tous, absolument tous, sommes aveuglés face à la réalité de ce qui se passe réellement. Mais ils l'ont construit lentement, ils l'ont construit lentement et ils ont continué. Et donc, quand tu regardes autour de toi en ce moment et que tu vois des choses étranges se produire et des changements bizarres dans ta société, puis que tu avances, que tu fais un bond de 10 ans et que tu regardes le Royaume-Uni et que tu vois ce qui s'y passe, tu dois te rappeler que toutes ces choses bien sont liées. Et ça, mes amis, c'est méprisable. Remerciements. Tous les témoins qui ont accepté de témoigner, qu'il s'agisse de survivants, de patients, de parents, de lanceurs d'alerte, de responsables politiques ou d'experts, ont fait preuve d'un courage qui a rendu cette enquête possible. Le fait qu'il faille du courage pour dénoncer le viol de 250 000 filles est vraiment triste, honnêtement. Commençons par ceci. La Grande-Bretagne n'a pas un problème de racisme, elle a un problème d'immigration. Je pense que c'est le ton idéal pour débuter cette enquête, que nous n'examinerons pas entièrement car honnêtement, je doute que nous puissions tous le supporter. Mais ce qu'on nous a dit, c'est que nous sommes tous racistes. Nous sommes tous simplement racistes parce que nous n'aimons pas les personnes différentes de nous. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont l'impression de ne pas être racistes. Nous n'aimons tout simplement pas vraiment le changement qui se produit dans notre société, un changement qui arrive à cause de l'immigration. Et maintenant, dans ce qui est une citation très célèbre, une citation mondialement connue, si vous importez le tiers-monde, vous obtenez le tiers-monde. Et ce que nous savons, c'est que dans les pays du tiers-monde, les réseaux organisés d'exploitation sont tout à fait la norme. Donc est-ce qu'on est vraiment surpris quand cela arrive chez nous? Non. Ce qui nous surprend, c'est que le gouvernement a en fait couvert cela par crainte d'être jugé raciste. Comme de nombreux Britanniques honnêtes, j'ignorais l'ampleur des crimes commis surtout par des hommes islamistes pakistanais contre de jeunes femmes et filles blanches vulnérables dans nos communautés. Mais une seule transcription d'audience d'une de ces affaires horribles, amplifiée par Elon Musk plus tôt l'année dernière, a déclenché une prise de conscience nationale attendue depuis longtemps sur ce sujet, qui a inspiré plus de 20 000 patriotes britanniques à aider à financer notre enquête sur les gangs de violeurs. Voici un rapport de ses conclusions. Il est crucial de conserver tous les documents judiciaires pour des raisons juridiques et historiques. J'encourage tous les Britanniques à lire ce rapport en entier. Des leçons doivent être tirées et des poursuites doivent être engagées pour la lâcheté épouvantable de ceux qui ont refusé de résister à de telles horreurs. Nous avons deux problèmes différents ici. Nous avons le problème de l'immigration, qui est un problème énorme, mais nous avons aussi un problème de gouvernement. Parce que s'ils étaient au courant de cela et qu'ils ont permis que cela se produise, alors, mes amis, c'est là la véritable tragédie de tout cela. Le monde est un endroit dangereux où vivre, non pas à cause des personnes qui sont mauvaises, mais à cause de celles qui ne font rien à ce sujet. Et c'est exactement pour cela que nous sommes ici, parce que nous en avons vraiment, vraiment assez de tout ce qui se passe et du fait que les gens n'en parlent pas vraiment. L'enquête de Wake sur les gangs de violeurs a achevé sa première phase.
Elle a été créée pour enquêter sur l'un des pires scandales de notre histoire, le ciblage de jeunes filles vulnérables, principalement britanniques blanches, par des gangs majoritairement musulmans pakistanais dans diverses villes du pays. Les preuves des audiences ont confirmé ce que l'on savait, malgré les dénégations persistantes de la classe politique. L'enquête a accueilli des filles, des garçons, des hommes et des femmes de toute race et religion pour témoigner de leur expérience afin d'obtenir une image complète du phénomène des gangs de violeurs. Le rapport de cas de 2025 indiquait qu'un nombre disproportionné d'hommes issus de milieux ethniques asiatiques figuraient parmi les suspects d'exploitation sexuelle d'enfants commis en groupe. Blablabla, l'enquête sur les gangs de violeurs était nécessaire car l'État et les institutions ont échoué depuis des décennies. La police, les services sociaux, les écoles, le NHS, les autorités chargées de délivrer les licences et les gouvernements ont permis à ces gangs d'agir impunément par manque de volonté politique. Le Parti travailliste a d'abord refusé toute enquête publique, ne cédant qu'après une pression considérable. Il faudra de nombreuses années avant que cette enquête ne soit terminée et rien ne garantit que nous aborderons de manière adéquate la nature ethno-religieuse politiquement sensible de ce phénomène, malgré le fait que nous réclamions maintenant une enquête. L'enquête sur les gangs de violeurs était menée par des survivants. Chaque jour, le panel siégeait avec Sammy Woodhouse, une survivante devenue elle-même militante, ainsi qu'avec divers experts présents selon leur domaine de spécialité, au centre de nos efforts pour découvrir la vérité. Parlons de Sammy un instant car c'est vraiment intéressant à noter. Vous voyez, Sammy Woodhouse est elle-même une survivante et elle a publié ce matin. Ce matin, je suis apparue en direct dans l'émission Good Morning Britain pour une interview sur les réseaux d'exploitation sexuelle de mineurs. Avant de passer à l'antenne, on m'a dit de ne pas mentionner la race des auteurs. Bien sûr, je n'ai pas écouté et j'ai maintenant reçu des excuses de la part de la rédactrice en chef. Elle passe à l'antenne pour parler de ce rapport. Le rapport dont tout le monde sait exactement de quoi il s'agit. Tout le monde le voit. Tout le monde peut le lire par soi-même. Et on lui dit encore, on lui dit toujours par les médias de ne pas mentionner la race des auteurs. Nous en sommes toujours là. Nous avons toujours ce problème. Il ne disparaît absolument pas. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas tout lire en détail, vous devriez aller le consulter vous-même. C'est dur à supporter, mais nous allons lire le résumé exécutif pour que chacun comprenne la situation. L'enquête sur les réseaux de viol a révélé le ciblage de jeunes filles vulnérables, principalement britanniques blanches, par des groupes surtout composés de Pakistanais musulmans dans le Royaume-Uni. Les preuves présentées à l'enquête confirment que ce scandale constitue l'un des échecs les plus horribles de l'histoire du pays. Un réseau criminel organisé transportait les victimes, leur fournissait drogue et alcool, enregistrait les abus pour les diffuser et faire du chantage, et faisait circuler les filles entre plusieurs hommes adultes. Les crimes ont été commis pendant des décennies depuis les années 1950, en particulier par des Pakistanais, et ont touché toutes les régions de notre nation. L'ampleur des crimes commis est stupéfiante. Il a déjà été établi qu'au minimum, 250 000 jeunes filles blanches ont été victimes de viols répétés, de viols collectifs, de trafic, de torture, de grossesse, de conversion forcée à l'islam et de traumatisme à vie. Le nombre réel est probablement plus élevé. Les auteurs sont responsables, mais il faut aussi corriger les défaillances institutionnelles qui les ont laissés agir si longtemps. Dans les dossiers judiciaires et les enquêtes officielles, environ 87% des personnes condamnées dans ces affaires d'exploitation sexuelle d'enfants en groupe portaient des noms à consonance musulmane. Il ne dit pas qu'ils sont tous islamistes, mais que 87% portent des noms à forte consonance islamiste. La plupart des hommes de ces groupes n'ont pas été condamnés. Le docteur Taj Hargey, un imam de la congrégation islamique d'Oxford, estime que la véritable proportion de membres de ces groupes qui sont musulmans est plutôt autour de 95%. Ce chiffre dépasse largement la proportion de musulmans dans l'ensemble de la population du Royaume-Uni. Honnêtement, j'ai l'impression que j'ai besoin de faire une pause parce que ça me donne juste envie de vomir. Ce chiffre dépasse largement la proportion de musulmans dans l'ensemble de la population du Royaume-Uni. L'écrasante majorité de ces réseaux de viols collectifs étaient entièrement composés d'hommes issus de milieux islamistes, principalement d'origine pakistanaise, bien que de plus petits groupes d'origine somalienne, iranienne, syrienne, turque et d'autres origines musulmanes aient également été impliqués. L'enquête a recueilli des témoignages bouleversants de survivantes et leurs proches. La manipulation des enfants suivait souvent le même schéma. Des filles aussi jeunes que 11 ans étaient d'abord approchées par un jeune homme islamiste qui les traitait ensuite comme des adultes, puis commençait à leur fournir de l'alcool, de la drogue et des cigarettes. Après quelques mois, les filles étaient récupérées devant l'école, dans des foyers ou dans la rue, en taxi. Elles étaient emmenées dans des maisons, des appartements, des restaurants et des hôtels où elles étaient violées à plusieurs reprises par des groupes d'hommes, torturées, filmées pour du chantage, et on leur disait qu'elles étaient des déchets blancs ou des kafirs qui méritèrent d'être punis.
Beaucoup sont tombées enceintes alors qu'elles étaient encore des enfants. Maintenant, nous lisons ceci. Je crois qu'à ce stade, nous sommes insensibles à tout ce que nous lisons ici. Mais le fait que tant d'entre elles soient tombées enceintes alors qu'elles étaient enfants et que le gouvernement n'ait rien fait, ou que les systèmes médicaux n'aient pas dénoncé cela ou agi, c'est incroyable pour moi. Parce que j'imagine que si j'étais médecin et qu'une fille de 13 ans venait enceinte, j'aurais quand même quelques signaux d'alarme. Je me dis que si, à 13 ans, tu es violée plusieurs fois dans différents appartements par diverses personnes qui te répètent que tu n'es rien, toute histoire inventée de petite amie serait facile à démasquer comme mensonge. Ce ne doit pas être si difficile de comprendre ce que vivent ces filles et de montrer qu'il y a un problème. Je ne pense pas que ce soit si compliqué. Même avec la fille de 13 ans la plus manipulatrice du monde, ce que je doute, elle ne tomberait pas dans un tel piège. Mais si tu as des dizaines, centaines ou milliers de ces histoires, tu dois finir par voir que cela se répète et que certaines victimes finiront par parler. Pourquoi cela n'a-t-il pas fait plus scandale? Certaines ont fait des fausses couches à cause du traumatisme, d'autres ont approuvé des avortements forcés et certaines ont vu leurs enfants retirés par l'État après la naissance. Nous avons découvert que les mêmes crimes indicibles se sont produits dans au moins 149 districts d'autorité locale, soit près de 40% de tous ces districts à travers le Royaume-Uni. Consultez la page 14 pour notre carte complète. Les survivantes ont évoqué des viols quotidiens, des chambres rouges de torture extrême, un trafic entre villes et une incrédulité institutionnelle aggravant leur souffrance. Certaines filles ont été victimes de trafic vers le Moyen-Orient où elles ont subi un mariage islamique. Les facteurs démographiques et culturels sont clairs. Les auteurs issus de milieux musulmans pakistanais et d'autres milieux musulmans agissaient selon un code clanique basé sur l'honneur et la honte, qui considérait les filles non musulmanes, en particulier les filles blanches de la classe ouvrière, comme des biens disponibles pour un usage sexuel. Ce schéma était renforcé par 8 aspects théologiques et juridiques de l'islam. Cela inclut la doctrine de la supériorité musulmane tirée de versets coraniques qui placent les musulmans au sommet avec le devoir de corriger les non-croyants. La justification des crimes du gang repose sur les principes islamiques de loyauté et de désaveu, appelés Allah Wala ou Aba Allah Wabar. Elle prône l'hostilité envers les non-musulmans et la supériorité masculine. Le mariage forcé combiné à l'absence de tout âge minimum légal pour le consentement, la perception de la sexualité féminine comme étant intrinsèquement dangereuse, un système d'esclavage sexuel qui autorise les relations sexuelles avec des captives non musulmanes et une hiérarchie sociale sanctionnée religieusement qui subjugue les non-musulmans conquis. Permettez-moi d'être très clair. Quand les gens disent des choses comme la charia arrive dans votre ville, c'est de cela qu'ils parlent. Ils ne parlent pas, vous savez, d'aides, de jolies tenues ou de gens qui célèbrent de belles fêtes en famille. Ils parlent de ça parce que c'est ce qui est venu s'installer au Royaume-Uni. Encore une fois, en fait, c'est horrible et dégoûtant en soi, mais le fait que cela ait été autorisé à continuer, pour moi, c'est le vrai problème. Si la Grande-Bretagne fonctionnait bien, ces filles et ces Maoris auraient été bien protégées par l'État. Pourtant, toutes nos institutions les ont abandonnées. La police a ignoré des signalements répétés, criminalisé les victimes, détruit des preuves et laissé des violeurs connus libres sous caution. Les services sociaux ont affaibli l'autorité des parents, placé des enfants dans des foyers liés au trafic, fermé des dossiers malgré des signes d'exploitation et pris des mesures contre les lanceurs d'alerte. Le NHS a enregistré des blessures génitales, de multiples infections sexuellement transmissibles chez des enfants dès l'âge de 13 ans, des grossesses causées par des viols et des tentatives de suicide. Les victimes ont été renvoyées chez leurs agresseurs sans signalement ni prise en charge du traumatisme. Les écoles ont vu des hommes plus âgés attendre des filles, entendu des révélations de viols sur place et ont exclu les victimes au lieu de les protéger. Les autorités de délivrance des licences de taxi ont renouvelé les permis des chauffeurs qui constituaient l'épine dorsale logistique des réseaux et ont cédé face à des manifestations organisées lorsque des mesures de sécurité élémentaires n'étaient pas proposées. L'échec politique est central dans ce scandale. Les gouvernements ont manqué de volonté pour affronter les dynamiques ethniques et religieuses. Le Parti travailliste a une responsabilité particulière. Il a d'abord refusé une enquête publique et n'a cédé sous la pression qu'en ordonnant un processus largement accueilli avec scepticisme. Voici la carte. Les cas suspects et confirmés ont cette couleur. Regardez cette carte un instant.
Confirmer, 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 Suspecté. confirmer, 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 Suspecté. Tu sais combien de personnes vivent dans ces zones? confirmer, 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 suspecter, confirmer, 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 confirmer. Et juste ici. Ce tout petit triangle et cette petite chose qui en sort. Confirmer, confirmer, confirmer. Des gangs de violeurs ont opéré dans au moins 149 districts administratifs locaux à travers le Royaume-Uni. Londres apparaît désormais comme l'épicentre du déni institutionnel dans les scandales des gangs de prédateurs sexuels. Tandis que les villes du Nord faisaient l'objet d'enquêtes publiques après la révélation de la vérité, la capitale est restée silencieuse des années. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a répété à plusieurs reprises qu'à Daak, il n'y avait pas de gang de prédateurs sexuels opérant dans la ville. Sadiq Khan, comme vous le savez sûrement, appartient à un groupe politique ou religieux. Je suis sûre que vous pouvez deviner. Ce n'est que le début. Lisons une histoire. Tout au long de sa petite enfance, Chloé était populaire à l'école, réussissait bien sur le plan scolaire et menait une vie sociale active. Bien que ses parents se soient net séparés lorsqu'elle était jeune, elle décrit son enfance comme relativement stable. Après la séparation, la garde exclusive de Chloé et de son frère a été donnée à leur père alcoolique. Leur mère, souvent absente, est devenue sans abri après la rupture. Chloé garde le souvenir d'un foyer sûr et bienveillant auprès de son père. Cependant, après la mort de son frère, juste avant son 10e anniversaire, elle est allée vivre chez sa mère et le nouveau mari de celle-ci, un homme qu'elle décrit comme un pédophile, par qui elle a été abusée. La mère de Chloé a surpris son mari en train d'agresser Chloé à de nombreuses reprises, mais elle n'a presque rien fait pour l'arrêter. Une fois, la mère de Chloé a surpris son mari sous la douche avec Chloé et au lieu d'intervenir, elle a refermé la porte et est partie. À ce moment-là, Chloé avait 10 ans. C'est déjà une histoire terrible en soi. Les abus ont rapidement dégénéré en viol. Le beau-père de Chloé lui donnait alcool et cigarettes pour la faire taire et elle a commencé à fumer du cannabis. À la même période, Chloé traînait sans surveillance en centre-ville avec une amie. Elle a évoqué des groupes d'hommes musulmans, surtout des Pakistanais de 20 à plus de 50 ans qui les abordaient en sifflant et en leur achetant de l'alcool. Beaucoup étaient des chauffeurs de taxi qui emmenaient des filles dans leur voiture et les faisaient circuler en ville. À ce stade, il n'y avait pas d'abus sexuels. Malgré le comportement inapproprié des hommes, Chloé et son amie en dernière année de primaire aimaient être traités comme des adultes. C'est le schéma. Le processus de manipulation s'est rapidement intensifié. La fourniture d'alcool et de plats à emporter s'est accompagnée de manipulations émotionnelles. Les hommes, dont beaucoup étaient liés entre eux, se présentant comme des amis compatissants auprès de Chloé. Chloé parle d'un repérage pour déterminer si vous êtes vulnérable. Le contact physique, comme les baisers et massages, s'est intensifié. Pendant ce temps, les abus de son beau-père à la maison se sont aggravés et sa mère était quasiment absente. À cette époque, Chloé avait une tante et un oncle qui vivaient à proximité et elle cherchait souvent refuge chez eux. Elle avait passé des vacances chez eux pendant sa petite enfance et sentait qu'elle pouvait leur faire confiance. Une fois, elle leur avait rendu visite alors qu'elle traînait avant de rentrer chez elle, passant la journée avec sa mère et son beau-père au travail. Chloé a été surprise de voir son oncle arriver à l'improviste une heure plus tard et l'a invité à entrer. Après une brève conversation, l'oncle de Chloé l'a agressée sexuellement. Elle a résisté, il a fini par partir. Chloé a informé sa mère qui a signalé l'agression à la police. La police a accusé Chloé de mentir sans agir. Avant cet incident, elle voyait son oncle comme l'une des meilleures personnes de sa vie. Par la suite, il n'y avait plus aucun adulte à qui Chloé pouvait se confier ou demander du soutien. De plus en plus isolée, elle s'est retrouvée mêlée au groupe d'hommes musulmans qu'elle rencontrait dans le centre-ville. Un soir, les amis de Chloé ont suggéré d'aller dans une ville voisine où un homme avait une chambre d'hôtel. Elles ont été prises en charge par l'homme qui était ivre et sous l'emprise de drogue, puis conduites à l'hôtel. À leur arrivée, le personnel de l'hôtel les a vues mais n'est pas intervenu. Dans la chambre, les filles ont reçu une variété de cannabis très puissante, laissant Chloé, 11 ans, complètement défoncée. Les amis de Chloé ont été emmenés dans une autre chambre par un groupe d'hommes et Chloé a été violée par l'homme qui était resté. Chloé a résisté et Dorville l'a frappée. L'homme n'a pas tenté de l'agresser sexuellement à nouveau. Et à la place, il a jeté les filles, qui étaient toutes les deux encore sous l'emprise de la drogue, hors de l'hôtel et a refusé de les ramener dans leur ville natale. Elles ont été obligées de marcher. Il était environ minuit. Chloé ne voulait pas rentrer chez elle car elle craignait que sa mère la batte pour être sortie si tard, alors elle était restée chez son amie. Elle a 11 ans. Regarde comme cette histoire est longue. Regarde comme c'est long. Je vais terminer avec ceci.
Chloé pense que la police locale, les services sociaux, le NHS et le gouvernement étaient non pleinement conscients de ce qui se passait, y compris de la nature racialisée des crimes, mais qu'ils n'ont pas intervenu pour deux raisons. Parce qu'ils ne voulaient bon, pas s'embêter avec la paperasse et parce qu'ils ne voulaient pas être perçus comme racistes. Chloé tient ces organismes et leur insistance sur la diversité pour responsable de les abus qu'elle a subis. Si tu vas sur X et que tu regardes cela, il y a des milliers de personnes qui en parlent. Des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Non, parce que c'est honnêtement écœurant. Putain, c'est sombre. Une fois, un policier a ramené Fiona à la maison où les abus avaient lieu et a dit aux hommes de s'amuser avec elle. Amusez-vous avec elle, amusez-vous avec elle, amusez-vous avec elle, amusez-vous avec elle. 250 000 filles violées, la vérité qu'ils ont essayé de cacher. Voilà, mes amis. Lisez l'enquête pour connaître les détails de ce qui s'est passé. Mais ceci est un rappel pour tous ceux qui pensent que ce n'est qu'une théorie du complot, que cela se passe ailleurs. C'est l'infrastructure qui existe et c'est le danger quand une société pense qu'il est plus important de dissimuler le racisme que de réellement protéger ses jeunes. Voilà. Tu es contente de ce que tu as maintenant? Merci de votre attention à ce sujet.